Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et C'est bonjour. difficile à dire parenthèse, chers auditeurs, avec Richard de Sèze. Mais Il fait oui, beaucoup de il y a che, de beaucoup, il y a beaucoup de z, Mm. c'est une allitération très riche. Mais Et c'est d'ailleurs voilà. exactement le sujet de cette chronique, allitération et assonance, un petit... Non, pas du tout. Voilà, Sonia Mabrouk nous a tous scotchés. Elle a dit en fait à François Bayrou ce que tout le monde rêvait de lui raconter. Je vais me permettre de la citer longuement. Elle a beaucoup plus de talent que moi. Il y a une question importante que vous évitez depuis le début de cet entretien, pardonnez-moi, j'insiste, c'est celle de la responsabilité. Vous avez parlé des députés, vos députés MoDem, Monsieur Bayrou, ont voté tous les budgets déficitaires depuis 2017. Vous-même, vous avez porté au pouvoir et accompagné un président de la République qui a aujourd'hui précipité la dette. 1300 milliards en 7 ans. Ma question est simple. Vous nous dites aujourd'hui en toute sincérité et en vérité que vous avez lutté contre la dette, mais vous avez voté pour la dette. Alors n'êtes-vous pas responsable de la situation autant que les autres ? Là, il n'a pas été excellent, Franfan. On doit dire, il a balbutié, il a expliqué que c'était pas gentil, qu'il fallait que Sonia Mabrouk, elle fasse un peu comme les autres journalistes, qu'elle lui pose des questions qui étaient prévues, qu'elle lui parle pas de sa responsabilité, parce que lui, il en a pas. Alors, c'est pas sa faute. Lui, il a été au commissariat au plan et il a sorti un rapport où il parlait de la dette, justement, un rapport hyper important, face à la dette Covid, une stratégie de reconquête. D'ailleurs, tout le monde l'avait dit à l'époque, si tu veux, Fanfan, que Manu, il lise ton truc, évite de mettre reconquête dans le titre, il y a toutes les chances que ça le fâche. Et donc, face à la dette Covid, une stratégie de reconquête, où il exposait des idées tout à fait pertinentes sur la dette, ça n'a pas été lu. D'une manière générale, son passage au commissariat au plan, au haut commissariat au plan, pardon, qui avait été créé par le camarade Macron, ça n'a servi à rien, sauf peut-être, effectivement, à permettre de recaser un autre membre de la Macronie derrière. On va revenir un petit peu sur la dette. Et il a quand même réussi à expliquer que la dette était moins la responsabilité de la classe dirigeante que celle de l'ensemble de la population. Ça, c'était son premier discours. Puis après, quand il a vu que les Français réagissaient mal, les Français, ils réagissent mal d'une manière générale quand François Bayrou parle. Ils réagissent pas d'habitude, mais alors là, maintenant, ils réagissent beaucoup juste pour dire qu'ils aimeraient bien que François Bayrou s'en aille. Ils sont plus de 70% à désirer qu'il parte. D'ailleurs, ils sont quasiment autant à désirer qu'Emmanuel Macron parte. Ils sont quasiment autant à désirer qu'on dissolve l'Assemblée nationale. Les Français disent plein de choses. Alors, heureusement, c'est que des sondages. Alors, il y a les sondages qui veulent dire quelque chose et les sondages qui veulent rien dire. Les sondages qui disent que Bayrou doit dégager, que Macron doit dégager, que les députés doivent dégager, c'est les sondages qui veulent rien dire parce que voilà, c'est les Français n'ont pas compris qu'en fait Emmanuel Macron, François Bayrou et les députés étaient en train de nous sauver. Mais voilà, donc il a expliqué que la responsabilité de la dette est moins celle de la classe dirigeante que celle de l'ensemble de la population qui a joui de services qu'elle n'avait pas les moyens de s'offrir. Alors voilà, c'est vraiment les Français, c'est des gourmands, c'est des dépensiers. Alors heureusement, avec François Bayrou, dont je rappelle qu'il a fait monter la dette de Pau de 60 à 106 millions depuis qu'il en est président, en fait, là, il va y avoir une véritable maîtrise de la dette. Et il va y avoir une véritable maîtrise de la dette parce que, évidemment, l'État-providence a les moyens de continuer son train de vie, sauf avec des petits ajustements, comme par exemple supprimer 2 jours fériés, mais continuer à accepter une immigration absolument massive de plusieurs centaines de milliers d'immigrants chaque année qui bénéficient tous de droits dès qu'ils arrivent et de droits qu'ils font valoir dès qu'ils mettent le pied sur le territoire national, comme le rappelait Mathieu Bock-Côté. Et c'est vraiment fabuleux parce que François Bayrou nous explique que les Français sont responsables, que les boomers sont responsables. Il désigne tout le monde sauf les immigrés, parce que alors, depuis qu'il a dit submersion migratoire, évidemment, il est un peu empêché. Tout le monde l'a dit, submersion migratoire. On a l'impression d'entendre parler Marine Le Pen et Jordan Bardella. Attention, tu as brisé toutes les digues avec ta submersion. Et donc, dorénavant, les gens vont pouvoir expliquer qu'il y a peut-être un sentiment d'immigration en France qui serait à la limite de la justifier. Donc, il faut que tu dises autre chose. Alors, voilà, donc, ce qui fait que François a expliqué que tout le monde était coupable, sauf les immigrés qui ne sont pas nommés, qui ne font absolument pas partie de son plan d'économie. En fait, c'est incroyable. Les Français sont coupables, les députés du MoDem sont innocents, François Bayrou est génial, et Macron nous sauve, et les quelques millions d'immigrés légaux ou illégaux en France qui bénéficient de droits totalement indus
il veut bien admettre, il a émis la possibilité qu'on pourrait peut-être enquêter sur, paraît-il, des avantages dont bénéficieraient les immigrés, dont ne bénéficient pas les Français de souche. Alors là aussi, Fanfan, si tu m'écoutes, va regarder toutes les statistiques sur le nombre de logements sociaux occupés par les immigrés, le nombre de prestations sociales directement versées aux immigrés, ce à quoi un immigré a droit dès qu'il pose le pied sur le sol par rapport à ce à quoi un agriculteur qui a travaillé en France, tu verras effectivement, il y a quelques avantages indus, tu n'es pas au courant, c'est normal, tu étais au commissariat au plan, tu as fait des rapports sur le nucléaire et sur la dette qui n'ont pas été lus, mais quand même, tu devrais être capable d'en tirer quelques conclusions. Alors pendant ce temps-là, que fait Emmanuel Macron? Parce que là, je suis occupé forcément à vous parler de François Bayrou au lieu de parler de mon sujet favori, parce que Emmanuel, il est un peu en retrait, hein, il fait plus grand-chose. Hier, par exemple, il avait un entretien téléphonique avec le roi Abdallah de Jordanie et le secrétaire général de l'OTAN. Voilà. Aujourd'hui, j'ai consulté son agenda ce matin, qui est en libre accès sur le site de l'Élysée, mais il n'y avait rien. Donc, il y avait marqué agenda en cours. Voilà. Donc, je suis incapable de vous dire ce qu'il a fait hier. Mais hier, quand même, aussi, il y avait des choses qui existaient, c'était la disparition. Il y avait 2 disparitions dans l'agenda d'Emmanuel Macron. Alors, ce n'est pas des disparitions qu'il a programmées lui, il n'est pas en train de programmer des assassinats, il vous l'explique. Non, c'est des gens qui meurent et puis il leur adresse des condoléances. Alors, il y avait 2 personnes qui étaient mortes, Sylvain Amic, le président du musée d'Orsay, et Olivier Stiernes, centriste de haut vol. Et le président, il avait des mots pleins d'émotions. Le président de la République et son épouse regrette la disparition de ce serviteur de l'État, artisan visionnaire, la modernisation muséale et de l'ambition portée pour nos territoires. J'avoue, c'était pas Olivier Stiernes, malgré qu'il y a le mot muséal dedans. Figure du centrisme français, membre du gouvernement sous 3 présidents de la République, Olivier Stiernes incarnait une sensibilité sociale et libérale et avait porté pendant des décennies une certaine idée de la France. Le président de la République et son épouse s'inclinent devant la mémoire d'une figure incontournable de notre histoire politique. Et là, je me suis dit, peut-être qu'aujourd'hui, s'il n'y a rien dans son agenda, ce qui est en train de rédiger la nécro de Bayrou, voilà, figure du centrisme français, François Bayrou a su donner au commissariat au plan ses lettres de noblesse en distillant avec parcimonie des rapports qui n'ont jamais aidé personne. Comme face à la dette, Covid, une stratégie de reconquête, on lui avait bien dit d'éviter ce mot-là, hein, tout en présidant le MoDem, modèle de démocratie interne, les partis qui a toujours voté avec intelligence en faveur des présidents les plus européistes et des lois les moins identitaires. Je crois que chez Macron, c'est un vrai compliment. Et la mairie de Pau, dont il a considérablement accru la dette. Par ses propos constamment lucides et sa pédagogie d'agrégé de lettres classiques, il a toujours emporté l'adhésion massive des Français, séduit par ses explications aussi lumineuses que ses propositions courageuses. En 2009, sa mère avait été victime d'un AVC à 89 ans. Comme le confie son fils, elle s'est affolée quand les sondages sont montés. Que son fils puisse devenir président de la République, ça a été une panique pour elle. Ça, c'est une vraie citation de François Bayrou en 2009. C'est vraiment génial. Le type a expliqué que son fils puisse devenir président de la République, ça a été une panique pour elle. Et donc, Macron continue avec un grand sens du devoir. François Bayrou, depuis, a toujours surprendre les positions politiques qui ont constamment assuré qu'il ne serait jamais président. Ses proches, définitivement à l'abri de toute surprise et de tout choc émotionnel, lui en sont profondément reconnaissants. Le président de la République et son épouse regrettent la disparition de ce serviteur de l'État, artisan visionnaire de la modernisation muséale. Ah non, pardon, excusez-moi, ça c'était le président du musée d'Orsay. Le président de la République et son épouse saluent l'œuvre d'un homme qui a permis à plusieurs générations de spectateurs de rêver et de frissonner et adressent leurs condoléances émues à ses proches ainsi qu'à ses collaborateurs. Alors, je me suis encore planté, pardonnez-moi, ça c'est Dorfman, le producteur de La Grande Vadrouille. Là, je me suis complètement perdu. Dans cette fresque du jugement dernier où il se peignait déjà, il continue sa mission d'examen de conscience, provoquant et gouailleur des éminences françaises. Non, je crois que ça, c'était la mort d'Ardisson. En fait, non, le président de la République et son épouse saluent l'œuvre d'un artiste total dont le chant ressemblera encore de nombreuses générations. Non, ça, c'est Nicole Croisy, je suis vraiment désolé. Non, c'est marrant, en fait, chaque fois qu'on parle d'un comédien un peu débordé, déphasé, périmé, révolu et ringard, tout de suite, on pense à Bayrou. Donc, j'espère que le président, il trouvera plein de choses pour raconter la mort de Bayrou le 8. Merci Richard de Sès pour cette chronique. Puis, on espère effectivement que vous inspirez Emmanuel Macron pour cette rubrique du 8. J'inspire toujours Emmanuel. Mais oui, il paraît je suis certaine qu'il vous écoute. Merci Richard. Et puis on passe à la suite. On va discuter Richard de Sès, Marguerite Stern et moi-même.